et qui constitue un frein majeur dans l'exploitation de la donnée. Et donc, c'est cette notion de variété. Et en l'occurrence, cette variété, vous la rencontrez tous au quotidien. Bon, peut-être que sur Rennes, c'est un peu plus compliqué, mais imaginez que vous organisez une soirée à Paris, vous cherchez, je sais pas moi, un cinéma avec un film en VO, et puis pas très loin du cinéma, un restaurant gastronomique, et suivant vos préférences culinaires, vous allez devoir aller sur un Goemio, un guide du routard ou un TripAdvisor, que sais-je. Et donc, de vous-même, et ben pour traiter votre besoin en information, vous allez le décomposer en petits besoins élémentaires. Vous allez aller sur Allociné, puis sur un certain nombre de sites, et puis vous allez faire ce recoupement de données vous-même, et puis vous allez vous rendre compte que les adresses postales sont pas exactement les mêmes d'un site à l'autre, etc., etc. Et donc, cette capacité potentiellement à pouvoir traiter un besoin en information de façon automatique, hein, sans être vous-même obligé de le décomposer en tâches élémentaires et quelque part de faire vous-même de la manipulation de données, ben, en l'occurrence, c'est ça que j'appelle le frein à la variété des données, et donc le frein qu'elle représente en termes d'exploitation de la donnée. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je me présente, je suis François Paulus, je suis le président et le fondateur de Semsoft, donc une société que j'ai créée en 2009, donc c'est plus tout neuf. Mais on a eu la bonne ou la mauvaise idée de s'appuyer sur plus de 10 années de recherche de l'INRIA. Et donc la bonne idée, parce qu'en l'occurrence, 10 années de recherche pour traiter des problématiques aussi intéressantes que la variété de données, c'est intéressant. Mais par contre, on a mis quasiment 5 ou 6 ans avant d'arriver à avoir une première version opérationnelle de tous ces travaux. Donc ça n'a pas forcément été très simple. Et donc on est vraiment aujourd'hui dans une phase de développement commercial depuis, on va dire, 3 petites années. Avant de créer Semsoft, j'ai passé 10 ans au centre de recherche d'Orange. Enfin, à l'époque, c'était encore France Télécom. Et donc, c'est intéressant. J'évoque souvent en fait le passé chez Orange parce que comprendre pourquoi un acteur comme Orange s'est intéressé à la variété des données un peu en avance de phase permet vraiment en fait d'illustrer le besoin qu'il y a derrière le traitement de cette variété de la donnée. Donc, les 10 années où j'étais chez Orange, donc je suis arrivé au début des années 2000. Et donc chez Orange, au début des années 2000, et j'en parle d'autant plus librement que je n'ai pas la paternité de ces réflexions, il y avait des chercheurs qui anticipaient en fait une émergence ou en tout cas une mutation du métier d'un acteur comme Orange. Et donc une mutation qui allait amener Orange du statut d'opérateur télécom au statut d'opérateur de service. Concrètement, vous êtes opérateur télécom, vous rentrez dans une agence, vous achetez du débit. Vous devenez opérateur de service, vous continuez à consommer du débit, mais derrière des services à valeur ajoutée, des services de vidéo à la demande, des services touristiques, des services conversationnels, etc., etc. Et très rapidement, on identifie que la qualité de la donnée qu'on va être capable de distribuer aux clients sera l'élément différenciant de ces services. Le problème, c'est que la donnée dont on est en train de parler, c'est une donnée qui n'est pas produite par Orange, et c'est une donnée qui va se retrouver présente dans tout un tas de sources de données potentiellement externes au groupe Orange. Et donc, les acteurs qui produiront cette valeur, enfin qui produiront cette donnée, ça représentera leur valeur. Et donc, quelque part, ils vont pas la donner comme ça gratuitement et permettre à un acteur comme Orange de tout stocker, ou à des acteurs du web avec des moteurs d'indexation de tout indexer en fait. Il y a de fortes chances qu'ils exposeront un accès à leurs données, qui monétiseront l'accès à cette donnée au travers potentiellement d'API. Enfin bref, ils ont anticipé en fait quelque part l'avènement des web services sur Internet ou l'approche SOA dans le contexte de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le Service Oriented Architecture, le fait que du coup on accède aux données au travers d'API. Et donc concrètement dans un contexte de système de vidéo à la demande, un acteur comme Orange, lorsqu'il acquiert les droits pour un film, il va récupérer par exemple d'un Disney quelques métadonnées descriptives de l'œuvre, mais des métadonnées en nombre insuffisant pour en permettre la valorisation auprès des internautes que vous êtes. Et donc derrière, pour pouvoir valoriser ce contenu, il va falloir aller rechercher des informations sur tout un tas de sites. Sauf que du coup, qui dit tout un tas de sites, dit que la probabilité que le nom du réalisateur, que le titre du film, que l'année de réalisation soient strictement toujours les mêmes, la probabilité est très faible. J'imagine que vous avez tous été confrontés aux besoins ou à la problématique d'exploiter des adresses postales. Vous demandez à 2 personnes de saisir la même adresse postale, la probabilité que vous arriviez exactement au même résultat et que vous puissiez faire une égalité stricte sur les chaînes de caractères est juste nulle. Et donc, en l'occurrence, c'est ça dont on est en train de parler. Du coup, comment permettre une exploitation de données multisources de façon à pouvoir valoriser de la façon la plus immédiate et la plus efficace qui soit de la donnée qui vient de différentes sources. Je suis juste en train d'illustrer cette problématique de la variété. Et donc, cette problématique est suffisamment complexe pour qu'elle ait justifié plus de 10 années de recherche qui ont été menées conjointement entre le Centre de recherche de France Télécom et l'INRIA, donc qui est un institut de recherche que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissez. Et donc, en 2009, les travaux arrivent à maturité, et donc c'est le moment où effectivement on crée Semsoft. Et donc la vocation de Semsoft, c'est de
de valoriser ses travaux de recherche et donc d'éditer une solution logicielle qui s'appelle Agrego et dont l'ambition est de vraiment permettre aux équipes fonctionnelles de s'approprier une donnée multisource. Donc si maintenant on rentre dans le contexte maintenant de ce qu'on appelle effectivement le big data, même s'il y a beaucoup de choses à dire autour du big data, peut-être même un peu trop de choses à dire autour du big data. Ce qui est clair, c'est qu'à l'origine, le big data, il est présenté comme une démarche technologique qui va permettre de traiter efficacement ce qu'on appelle les 3 V. Donc aujourd'hui, on en est à 7 ou 8 V, hein, mais du coup, à l'origine, c'était surtout 3. C'était le volume, la vélocité et la variété. Donc le volume, ça se comprend assez bien, la vélocité, tout autant. La variété, c'est celle dont je viens vous de parler. Par contre, si on creuse un peu en fait, dans un contexte big data, dans les grandes lignes, en fait, le big data va vous permettre de construire ce qu'on appelle un data lake, donc un lac de données, littéralement, dans lequel vous allez pouvoir déverser en fait, tout un tas de sources de données. Et donc effectivement, comme vous pouvez déverser tout et n'importe quoi au même endroit, je traite la variété. Par contre, si on regarde d'un peu plus près, je pense qu'il est beaucoup plus juste de considérer que le big data tolère la variété, mais que le big data ne gère pas la variété. Et donc cette nuance est de taille, et donc aujourd'hui une nuance qui explique pourquoi, lorsque vous lisez des études sur le big data, on estime qu'à peu près 80% du temps d'un fameux data scientist, donc le bras armé du big data qui est censé transformer vos données en or, 80% de son temps, il le passe dans ce qu'on appelle la data préparation. C'est quoi la data préparation? En l'occurrence, en fait, c'est juste rendre exploitables toutes vos données. Et donc, puisque vous êtes capable de stocker tout et n'importe quoi au même endroit, en l'occurrence, vous êtes juste en train d'importer l'hétérogénéité de toutes ces données que vous récupérez pour les déposer au même endroit. Et ça, c'est rendu possible parce que d'un point de vue technologique, et c'est un des intérêts quand même des infrastructures big data, c'est un changement de paradigme. Autant quand vous êtes dans une base de données relationnelle, vous êtes dans une approche qui est dite schema on write. Ça veut dire que pour écrire une donnée dans la base, cette donnée va devoir se conformer au modèle relationnel qui est dans votre base de données. Donc, toute donnée qui rentre dans la base de données va se rendre conforme, va être conforme au schéma de la base. Dans un contexte de big data, en fait, d'infrastructure data lake, on parle d'une approche schema on read, ce qui veut dire qu'on n'impose plus de contraintes à la donnée au moment de la stocker. Par contre, le schéma va falloir se le reconstituer mentalement au moment de la lecture de la donnée, ce qui explique pourquoi vos data scientists en fait, passent 80% de leur temps à faire la data préparation. Donc, vu comme ça, effectivement, vos données, elles ont beau être dans un contexte big data dans un seul et même endroit, elles restent néanmoins fragmentées, parce qu'en l'occurrence, vous avez importé l'hétérogénéité des données dans votre système. Elles sont fortement hétérogènes. Cette hétérogénéité, elle a plusieurs origines. Ça peut être une hétérogénéité ne serait-ce que technique. Vous avez un fichier XML versus un fichier JSON. Ça peut être aussi une hétérogénéité sémantique dans la façon d'organiser, de structurer l'information. Et une hétérogénéité syntaxique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, avec l'exemple des adresses postales. Et donc, c'est toutes ces problématiques qui rendent la digestion des données et donc le traitement de leur variété complexe. Et donc aujourd'hui, vous avez même des grands penseurs du big data, notamment Michael Stonebraker, qui est en fait prix Turing 2014. Donc c'est entre guillemets dans le monde informatique pas n'importe qui, professeur émérite au MIT. Et donc qui dit qu'aujourd'hui, en l'occurrence, le vrai challenge du big data, c'est pas le volume et la vélocité, c'est bien la variété. Donc qui vient juste en fait, je dirais, confirmer ou conforter en fait tout ce que je viens de partager. Pour être un petit peu plus, je dirais, un peu plus concret sur ces problématiques de variété. Donc, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que dans le simple besoin d'organiser vos soirées, vous y étiez confrontés. Maintenant, si on transpose dans l'univers de l'entreprise, juste quelques exemples très concrets dans lesquels, effectivement, on retrouve cette problématique de variété. Alors, je vais peut-être pas commencer par celui-ci parce que c'est pas le cas d'usage le plus sexy qu'on ait à traiter. Un cas d'usage extrêmement, je dirais, concret qui devrait vous parler à tous, c'est dans un contexte retail. Donc, parmi nos clients, nous avons la chance d'avoir un acteur comme Pernod Ricard. Pernod Ricard, 2/3 des marges de Pernod Ricard, ce sont les cafés, hôtels, restaurants. Le problème de Pernod Ricard, c'est qu'ils vont alimenter ces cafés, hôtels, restaurants principalement par des distributeurs. Résultat des courses, ils n'ont que très peu de données sur les cafés, hôtels, restaurants. Quand vous dépendez à 2/3 de vos marges d'un marché pour lesquels vous ne connaissez pas réellement vos points de vente, c'est un peu problématique. Surtout qu'en l'occurrence, étant donné l'importance de ce marché-là, il est fondamental pour Pernod Ricard de s'assurer que leurs produits sont correctement positionnés dans les points de vente.
Il y a plus de 150 millions d'établissements à travers le monde et quand on dit correctement positionné dans un point de vente, c'est un peu pompeux, ça veut dire que vous envoyez un commercial dans le site et en l'occurrence, vous vous assurez que les produits sont correctement positionnés derrière le comptoir. Vous n'allez pas envoyer un commercial dans 150 millions d'établissements, vous allez peut-être en envoyer uniquement dans des établissements dits à fort potentiel. Question, comment vous faites pour déterminer le degré de potentialité d'un café, d'un hôtel et d'un restaurant lorsque les seules données dont vous disposez sur cet établissement, c'est potentiellement un nom, une adresse postale et peut-être un numéro de téléphone? C'est compliqué. Pourtant, des données sur les cafés, hôtels, restaurants, il y en a plein. Il y en a plein, mais où elles sont? Eh ben, en l'occurrence, elles vont être dans les réseaux sociaux, par exemple. Google Places, Facebook, Yelp, Foursquare, dans les guides touristiques, Goemio, Guide du Routard, TripAdvisor, dans l'open data. Assez naïvement, vous comprenez bien que vous n'allez pas promouvoir votre whisky haut de gamme dans un établissement si le revenu moyen des ménages revenu à l'IRIS est assez faible. Et donc finalement, vous êtes en situation, pour pouvoir vous réapproprier de la donnée sur vos points de vente, eh ben, de devoir justement traiter cette problématique de la variété. Parce que ce qui est sûr, et donc j'imagine que vous connaissez tous les réseaux sociaux, si vous allez sur différents types sur ces différents réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est que la probabilité que l'adresse postale en fait, d'un établissement sur Google Places, Facebook, Yelp, Foursquare soit la même, elle est faible. Le nom pareil, numéro de téléphone pareil, coordonnées géographiques pareil. Et donc en l'occurrence, comment vous faites pour automatiser et être capable de générer des fichiers en fait, à valeur ajoutée qui vont potentiellement contenir tout un tas d'éléments d'information caractérisant l'établissement, de façon à permettre à Pernod Ricard de pouvoir segmenter son marché, de pouvoir scorer les établissements, et donc comment vous le faites de façon la plus automatisée qui soit. C'est le sujet. Dans un autre contexte, complètement différent, tout aussi intéressant, mais quand même beaucoup moins ludique, nous avons aussi la chance, en termes de R&D, d'être financés par la Direction générale de l'armement. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je ne rentre pas dans le détail, mais à partir du moment où on automatise le recoupement de données multisources, ça présente un intérêt, notamment dans un contexte de renseignement. Et donc, en l'occurrence, parmi nos clients, on travaille dans un contexte de renseignement lié, en fait, à la sécurité financière. Et donc, c'est tout ce qu'on appelle les problématiques qu'on va retrouver aussi dans l'univers bancaire. C'est la réglementation AML, Anti-Money Laundering. C'est le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Donc la problématique, elle est exactement la même que celle de Pernod Ricard, sauf que du coup, en fait, vous remplacez des établissements de type café, hôtel, restaurant par des transactions financières. Et en l'occurrence, ce qui va vous intéresser, au-delà des informations descriptives de la transaction, le montant, c'est d'en savoir un peu plus sur l'entité personne physique ou personne morale à l'origine de la transaction. Et là, en l'occurrence, pareil, les sources de données susceptibles de fournir des éléments d'information sur des entités personnes physiques, personnes morales, il y en a plein. Et donc la problématique, c'est comment, et le sujet est suffisamment sensible pour éviter que vous vous trompiez, et donc en l'occurrence, comment vous allez pouvoir consolider, agréger, réconcilier la donnée multisource sur des entités personnes physiques, personnes morales. C'est le sujet. Donc voilà, c'est deux exemples, mais je pourrais en discuter pendant très longtemps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me tient au courant de l'avancée? Non, c'est bon. Parce que du coup, de la même façon, on a travaillé avec Total, par exemple, sur des puits de pétrole, suivant que vous intéressiez à des données d'ordre chrono-lithostratigraphique. Donc, grosso modo, les roches et l'âge des roches, ce ne sont pas les mêmes sources de données, ni en interne dans le système d'information, ni en externe. Donc, vous avez aussi une problématique de variété de la donnée. Vous rentrez dans les organismes, et notamment sur les dimensions RH, et bien en l'occurrence, l'expertise des collaborateurs sont des informations qui sont généralement, je dirais, fragmentées dans les systèmes d'information RH et dans les systèmes d'information métiers. Et donc, là aussi, vous avez potentiellement de la difficulté à gérer efficacement, en fait, la gestion de la compétence au niveau des collaborateurs de l'entreprise. Enfin bref, j'espère qu'à travers ces quelques exemples, vous avoir convaincu de la nécessité de pouvoir, à un moment donné, pour répondre à des besoins, tout simplement être en situation de pouvoir exploiter efficacement une donnée multisource. Donc maintenant, on va passer, je dirais, à la partie peut-être un peu plus technique de la présentation, à savoir, du coup, comment, chez Semsoft, grâce finalement à l'investissement R&D qui a été mené depuis maintenant quasiment 20 ans, notamment avec des instituts de recherche publics et également au sein d'Orange et maintenant chez Semsoft, comment nous traitons cette variété. Et donc, en l'occurrence, c'est là où effectivement l'introduction sympathique qui a été faite, on y retrouve finalement les enjeux du big data tels qu'ils sont présentés et décrits aujourd'hui, même si effectivement ces approches ont été imaginées en fait il y a maintenant plusieurs années. Donc c'est en ça qu'effectivement ça a quelque part anticipé la problématique de la variété dans un contexte de big data.
Et donc le fondement de l'approche repose sur ce qu'on appelle les technologies dites du web sémantique. Le web sémantique, donc son inventeur, c'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, et qui, quelque part, en fait, se rend compte effectivement de la difficulté que représente l'exploitation des données du web, en se contentant quelque part d'une simple indexation syntaxique des données. Et donc aujourd'hui, n'importe qui fait une recherche sur Google, bah, voit bien qu'effectivement, vous saisissez n'importe quel mot-clé, vous avez je ne sais pas combien de milliers, voire de dizaines de milliers, voire de millions de résultats, et généralement, on se contente uniquement de la première page. Et donc au final, quelle est l'efficacité en fait d'un système qui indexe tout un tas de pages, mais sans être capable réellement de qualifier ou d'apporter en fait une pertinence réelle sur les données en fait qui sont remontées à l'utilisateur. Et donc cette notion de web sémantique, c'est d'intégrer en fait au-delà de l'expression des mots, c'est de comprendre le sens des mots de façon à être beaucoup plus précis dans la capacité à faire des recherches pertinentes. C'est ça le point de départ de ce qu'on appelle le web sémantique. Et donc, ces fondements du web sémantique, donc là, en l'occurrence, on n'est pas en train de les mettre en œuvre à l'échelle du web, on les met en place dans le cadre de notre solution et donc sur des périmètres fonctionnels beaucoup plus réduits. Mais quelque part, la démarche reste la même et quelque part, pour la mettre en œuvre, eh ben, c'est une démarche métier qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la gouvernance de l'information, qui s'articule autour de 3 étapes que logiquement les gens comprennent bien. Puisqu'encore une fois, notre vocation, c'est vraiment d'apporter notre soutien aux équipes fonctionnelles et pas forcément en fait de nous exprimer ou d'échanger uniquement avec des geeks. Et donc, première étape, monsieur le client, quels sont les éléments d'information que vous manipulez dans votre quotidien? Et donc là, en l'occurrence, si on replonge dans les cas d'usage de tout à l'heure, vous êtes chez Pernod Ricard, merci d'avoir posé la question. Les éléments d'information que je manipule dans mon quotidien sont liés à des cafés, hôtels, restaurants. En l'occurrence, sur ces établissements, j'ai des adresses postales, j'ai potentiellement des produits que je pousse dans ces établissements, j'ai potentiellement des événements que j'organise qui peuvent créer du buzz avec des likes, des ratings, etc., etc. Je décris les éléments d'information que je manipule dans mon quotidien. Et donc, en réponse à ces questions, on construit ce qu'on appelle un modèle. Et dans le contexte des technologies du web sémantique, c'est ce qu'on appelle un graphe. On va définir des classes d'informations et on va définir des propriétés qui vont venir décrire ces classes et les relier entre elles. C'est parce que je relie entre elles des classes d'informations que je construis un graphe. Et donc, grâce à le graphe que je construis, en l'occurrence, je vais passer à la deuxième question qui est, monsieur client, quelles sont les sources de données que vous exploitez, que vous aimeriez exploiter? Et l'idée, c'est de pouvoir projeter ces sources sur ce graphe. Le graphe, c'est une coquille vide. Je modélise uniquement les éléments d'information que je manipule dans mon quotidien. Et en l'occurrence, les sources données, ce seront elles qui vont avoir la capacité, lorsque je poserai des requêtes à mon graphe, qui auront la possibilité de venir peupler en fait mon graphe d'éléments d'information. Et la troisième question, c'est pour quels usages? Et là, en l'occurrence, c'est pour mettre entre les mains de nos clients des outils adéquats de façon à leur épargner, je dirais, trop de vocabulaire technique. Parce que grâce aux 2 premières questions, on va construire en fait un modèle, on va plugger des sources sur le modèle et si on s'arrêtait à ce stade-là, on a ce qu'on appelle quelque part une base de données virtuelle, c'est-à-dire qu'on va donner l'illusion à un utilisateur que toutes les données qui l'intéressent sont dans un seul et même endroit, alors qu'en définitive, elles sont dans les différentes sources qu'on a pluguées au système et il a la possibilité, via des langages d'informaticiens, donc en l'occurrence un langage standardisé par le W3C qui s'appelle SparkQL, qui est l'équivalent de SQL, mais qui est un langage structuré dédié à l'interrogation des modèles orientés graphes. Dans le domaine technologie du web sémantique, c'est ce qu'on appelle une ontologie au passage. Et donc, ça reste une base de données virtuelle au sens où je vais utiliser un langage d'informaticien pour poser une requête et donc récupérer des résultats. Et donc, la troisième question, sa vocation, c'est je ne m'attends pas à ce que mes clients soient capables d'exprimer leurs besoins d'information dans les termes d'un langage structuré d'informaticien. Et donc, on est venu concevoir des applications clientes au-dessus qui correspondent à des besoins réels que rencontrent les équipes fonctionnelles et qui vont justement masquer en fait toute la problématique technique que ça représente. Et donc, à ce stade, je pense que c'est le bon moment pour éventuellement faire une démo parce que sinon, je vais vous endormir. Alors, juste... Pardon? Ouais.
Je récupère tous les logins passwords pour me connecter au système. Comme il y a des systèmes de clients, je suis désolé, mais je fais ça discrètement. Je chante quelque chose en attendant. Non, c'est bon. Ouais, mais c'est normal, c'est là. Attends, par contre. C'est bon. Ouais. Donc, je reviens donc sur ce que je vous disais. Donc, on va voir à travers quelques exemples bien précis, en fait, comment notre système permet de traiter la variété et du coup, dans quel contexte, en fait, on peut exploiter les résultats générés par notre système. Alors, généralement, je commence toujours par montrer, en fait, comment le client peut exploiter les données qu'on va lui produire, parce que, et ça se comprend bien, le Gartner, donc je ne sais pas si vous connaissez le Gartner, c'est un cabinet de conseil qui est très connu dans le domaine informatique. Il a une coutume ou une habitude de présenter, en fait, tout projet orienté données en un projet, en fait, avec 4 couches distinctes. Donc, quelque part, des couches qui sont dédiées à des traitements de problématiques bien particulières. Et donc, ces 4 couches, en fait, il y a ce qu'on appelle la data discovery. C'est ne serait-ce qu'être capable de découvrir quelles sont les données, en fait, susceptibles de vous intéresser. Il y a une couche de data préparation, donc c'est le sujet qui nous intéresse. Comment je vais rendre ces données, en fait, exploitables. Il y a une couche de data analyse et une couche de restitution qu'on appelle la data vise. Et donc, malheureusement, mais bon, la nature est ainsi faite, en fait, les gens comprennent d'autant mieux ce qu'ils voient ou ce qu'ils comprennent. Et donc, ce qui fait que souvent, on évalue ou on juge la pertinence d'un outil, en fait, à partir de la data vise, voire la data analyse, mais certainement pas à partir de la data préparation. Et donc, comme c'est notre sujet, je préfère toujours commencer par la partie data vise ou data analyse, parce qu'au moins, vous voyez que, quelque part, ça sert à quelque chose de faire la data préparation. C'est une petite remarque, mais en l'occurrence, que j'ai pu constater après quasiment en fait 8 ans de création d'entreprise, et même si effectivement je peux très bien le comprendre, ça m'est souvent arrivé d'entendre par exemple des directeurs commerciaux me dire: «Faut absolument que je change de CRM, j'ai jamais les bonnes données dedans». Et donc là, en l'occurrence, on est juste en train de percevoir cette problématique qui est que généralement, on juge à travers de ce que l'on voit et moins à travers de ce qui est caché en fait. La problématique de mon pauvre directeur commercial n'a rien à voir avec son CRM, mais plus avec la qualité des données en fait qu'il rentre dedans. Mais bon, peu importe. Donc là, c'est juste pour illustrer typiquement dans un contexte qui est celui du retail et de la connaissance des points de vente. Comme je l'ai évoqué en fait, et si on devait décrire les problématiques rencontrées par ces acteurs qui passent par des distributeurs pour alimenter des points de vente, eh bien, ils ont 2 types de problématiques. Une problématique de découverte, c'est-à-dire que sur une zone de chalandise donnée, quels sont les points de vente existants sur cette zone de chalandise. Et la deuxième problématique, c'est une fois que j'ai identifié quels étaient ces points de vente, comment je peux être en situation de pouvoir les segmenter, de pouvoir identifier ceux qui vont réellement pouvoir m'intéresser, et donc de déterminer un degré de potentialité. Et donc, c'est là où on retrouve finalement toutes les questions que je posais tout à l'heure, puisque du coup, pour déterminer un degré de potentialité, j'ai besoin de certains éléments d'information, d'où ma fameuse question: «Monsieur client, quels sont les éléments d'information dont vous avez besoin ou que vous manipulez?» Ce qui me permet de construire mon graphe. Ensuite, où est-ce que vous pensez aller récupérer ces données puisque vous ne les avez pas dans votre système d'information? Ce qui me permet de venir connecter mes sources. Et donc, quelque part, c'est le travail préparatoire sur cette capacité à pouvoir venir alimenter ensuite des approches de data vise ou de data analyse. Et donc, voilà le résultat concret que ça peut donner. Donc ça, c'est des développements qui ont été faits directement par Pernod Ricard. Et donc, on va retrouver justement ce besoin en fait de pouvoir justement découvrir dans une zone de chalandise donnée donc des établissements. Donc là, par défaut, sur la France, c'est centré sur Paris. Et donc, si le Wi-Fi marche bien.
Voilà, on va retrouver en fait, avec la possibilité bien sûr de zoomer et cetera, tout simplement tous les cafés, hôtels, restaurants avec la récupération de données en fait, qui est faite auprès d'un certain nombre d'acteurs, donc type réseaux sociaux et cetera. Donc c'est juste une façon de présenter quelque part en fait, ce qui a été, dynamiquement, consolidé, réconcilié auprès d'une multitude de sources d'informations. De la même façon, une fois que vous avez effectivement récupéré toutes les informations qui vous intéressaient, en l'occurrence venir ensuite segmenter votre marché. Donc là, c'est pareil, on travaille sur différentes régions à travers le monde. Donc j'en prends où il n'y a pas trop de... pour pas que ça rame trop. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est sur la base de toutes les données qui ont été remontées, consolidées, réconciliées, en l'occurrence, vous donnez la possibilité à un acteur de pouvoir venir scorer ces établissements suivant différentes approches. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail puisque du coup, c'est en plus hors scope par rapport à notre domaine d'expertise, mais en l'occurrence, c'est une exploitation directe et qui est rendue possible parce que vous avez à un moment donné les bonnes données pour répondre à votre besoin. Dans le même ordre d'idées, on travaille aujourd'hui avec une grande banque sur des problématiques réglementaires qui sont liées en fait à ce qu'on appelle le crédit documentaire, le suivi des containers. Donc, c'est aussi une contrainte réglementaire que doivent respecter les banques. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité dans le domaine bancaire, c'est un secteur qui est fortement contraint par des règles qui sont extrêmement mouvantes et de plus en plus drastiques, et donc qui nécessitent en fait de faire tout un tas de contrôles. Le crédit documentaire en fait consiste à pouvoir s'assurer que lorsque vous êtes sollicité par un client qui est en train d'importer de la marchandise qui vient d'un pays étranger, donc vous allez pouvoir garantir la sécurité de la transaction, et donc vous allez devoir suivre des containers et vous assurer en fait que le bateau qui acheminera votre container ne passe pas dans ne fait pas des escales dans des pays sous embargo, dans des ports suspicieux, que du coup le temps de déplacement entre deux escales est normal, etc., etc. Et donc, vous passez votre temps à faire du recoupement de données à la main entre des portails web de compagnies maritimes, des sites spécialisés dans le tracking des navires, dans les sites spécialisés sur le recensement des ports suspicieux, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, de la même façon, permettre... Donc là, par contre, je ne vais pas inventer un numéro de container. 5 minutes. Voilà, et donc du coup, c'est là aussi pareil, une façon de restituer une information qui va être le résultat d'une réconciliation, consolidation de données multisources. Donc c'est la partie visible. Et donc, sans trop rentrer dans le détail, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps, quelque part, c'est juste pour faire un focus sur l'outil. Et quelque part, en fait, cet outil, il est complètement orienté et tourné vers cette fameuse démarche de gouvernance d'information que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, encore une fois, à la fameuse question, monsieur client, quels sont les éléments d'information que vous manipulez dans votre quotidien, ça nous permet de construire un graphe. Donc là, on est dans un contexte de sécurité financière orienté sur la société. Et en l'occurrence, une société, on peut lui associer des attributs descriptifs, donc une raison sociale, par exemple, une description. C'est une entité qui soumet des rapports financiers. Et en l'occurrence, un rapport financier, je peux comme ça naviguer dans mon graphe et de façon à bien appréhender en fait l'ensemble des éléments d'information que je manipule. Une fois que j'ai construit ce graphe, je m'intéresse ensuite à quelles sont les sources de données susceptibles de venir alimenter ce graphe. Et donc là, en l'occurrence, source par source, je vais tout simplement venir projeter. Donc là, je prends par exemple un fichier. Là, on va visualiser. Donc là, c'est typiquement un fichier qui présente un certain nombre d'entreprises, donc type extract d'un CRM. Et donc, on retrouve toutes les informations classiques pour décrire une entreprise, avec une raison sociale, une rue, un code postal, une ville. Et donc, toutes ces informations, en fait, le système va permettre, donc il y a des suggestions qui sont présentées à l'utilisateur de façon à éviter qu'il le fasse lui-même à la main. Mais du coup, tous les éléments en fait descriptifs du fichier en fait, sont tout simplement projetés sur le modèle, de façon à avoir une compréhension extrêmement précise de à quoi correspond chaque colonne de mon fichier. Et ce que je suis capable de faire pour des colonnes dans un fichier, je suis capable de le faire sur des champs dans une API.
Et donc, je viens comme ça projeter toutes les sources de données sur ce système. Et une fois que j'ai fait ce travail, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un système que l'on va pouvoir interroger avec un langage structuré. Et maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, on a développé des applicatifs pour éviter à nos clients de devoir écrire à la main une requête SparkQL. Et donc, on a développé comme ça tout un tas de composants pour faciliter le travail. Et donc, je vais juste vous en présenter un seul que vous allez bien comprendre. Techniquement, une requête SparkQL, c'est un parcours d'un graphe. Imaginez maintenant que dans ce graphe, à chaque nœud et à chaque arc, vous l'étiquetiez avec des mots-clés, en fait, des mots-clés métiers, de façon à finalement permettre ce genre de choses. Société, dirigé par, ayant pour sirène, dirigé par, hop, là je mets juste. Voilà. Et donc du coup, il a tout de suite en fait été interrogé les sources qui étaient pluguées au système. Donc c'est la base Sirène qui est une base open data et société.com. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que bon, j'ai un homonyme. Et ce qui est amusant, c'est que je le connais bien par ailleurs. Mais donc du coup, en fait, on retrouve les éléments d'information qui ont été consolidés en fait dynamiquement auprès de différentes sources. Et finalement, l'utilisation de ces mots-clés-là m'évite d'avoir à écrire ça, qui est du coup en langage d'informaticien la requête qui correspond en fait sur la base de mon modèle orienté graphe que vous avez vu tout à l'heure avec la notion de société, des classes et des attributs descriptifs, et bien de devoir écrire ce genre de choses pour remonter les informations en fait sur une entreprise qui serait dirigée par quelqu'un qui s'appellerait François Paulus. Voilà, j'aurais d'autres modules à vous présenter, notamment en fait un qui correspond à un sport que je qualifierais de national, qui est le remplissage des fichiers Excel. C'est une catastrophe en fait de se rendre compte que finalement on a beau entendre, enfin, c'est l'ERP le plus répandu finalement dans l'entreprise. Après 8 ans d'échanges avec des prospects ou des clients, j'en suis convaincu, c'est Excel. Et donc le savoir qui se retrouve dans des fichiers Excel, et en même temps quand on exploite un fichier Excel, je sais pas vous, mais moi en l'occurrence en fait sur chaque ligne, j'ai malheureusement toujours des cellules qui sont vides. Et puis malheureusement, quand bien même j'ai des cellules qui sont renseignées, je me demande toujours si elles sont vraiment à jour ou si elles sont bonnes. Et puis par ailleurs, il y a toutes les colonnes que j'aimerais voir que je n'ai pas. Ben là c'est pareil, comment pouvoir automatiser au maximum le remplissage d'un fichier. Bah, typiquement, on a construit un module, et d'ailleurs c'est celui qui est utilisé en fait par un acteur comme Pernod Ricard ou même pour la cellule de renseignement du ministère des Finances. La description d'un établissement ou d'une transaction financière, c'est un pur fichier Excel où sur chaque ligne j'ai soit un établissement, soit une transaction financière. Et l'idée c'est de pouvoir venir compléter, corriger les champs sur la base de toutes les sources qui sont connectées au système. Voilà quelques exemples concrets d'outils donc qui ont été conçus et développés justement pour permettre, encore une fois, une appropriation par les équipes fonctionnelles de la donnée, et notamment de la variété de la donnée. Et j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. J'ai une petite question. Quand vous faites des recoupements de données, la donnée résultante, finalement, on lui associe une certaine forme de probabilité pour que ce soit ce que l'on veut vraiment. Tout à fait. Comment vous faites dans un cadre réglementaire bancaire où la probabilité, ou plutôt que ce soit proche de 100% que de 70%? C'est pas exactement vrai sur cette probabilité de 100% en fait. Quand vous traitez plus de 10 millions de transactions par mois, en l'occurrence, en fait, vous oubliez vite les 100%. Donc du coup, là, c'est plus en fait être capable. Par contre, ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi, mais c'est effectivement être capable de maîtriser. Il y a tout un tas de critères qu'il faut maîtriser. Il y a ce qu'on appelle le data lineage, de savoir exactement d'où viennent les données que vous exploitez, de pouvoir effectivement générer des scores de matching, de vraisemblance, de rapprochement, de pouvoir également être beaucoup plus fin que ça, parce qu'en l'occurrence, en fait, comment fonctionne le système d'un point de vue sémantique, on va définir des clés fonctionnelles. On va dire, par exemple, qu'est-ce qui garantit que deux entreprises, par exemple, sont identiques. Ben, je vais peut-être définir une clé, par exemple, sur le SIRET, et donc là, j'ai de la chance, c'est peut-être potentiellement une égalité stricte, et puis peut-être une autre clé sur, par exemple, la raison sociale et l'adresse postale. Là, par contre, j'ai moins de chances que ce soit des égalités strictes, donc je vais pouvoir définir, en fait, des algorithmes de calcul de distance sur chacune de ces propriétés, définir des seuils, etc., etc. La problématique, c'est que typiquement, dans un cas, ce qu'on appelle les COSI, c'est les communications synchrones, ce sont tous les dépôts et retraits en fait au guichet dans les banques. Le SIRET est saisi par la personne au guichet. Donc quelque part, vous vous retrouvez avec des fautes de frappe.
Et donc là, en l'occurrence, vous avez de la chance, vous avez un matching en fait de 100%. Par contre, si vous vous intéressez à la raison sociale et à l'adresse postale, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir. Et donc, en l'occurrence, c'est beaucoup plus compliqué que ça de dire oui, est-ce que j'ai un score de matching de 100% ou pas. Ça nécessite tout un tas de traitements et potentiellement d'être capable pour une entité de plutôt lui associer en fait un ensemble d'autres entités qui potentiellement peuvent lui correspondre. Et c'est uniquement dans des cas extrêmement précis que potentiellement, si effectivement il y a des ambiguïtés, vous allez chercher à les traiter. Notamment, par exemple, dans ce qu'on appelle les déclarations de soupçon. Une déclaration de soupçon, là, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Et peut-être au moment de la déclaration de soupçon, vous allez accéder à des informations de transactions financières pour lesquelles vous avez fait des rapprochements avec des scorings, etc., avec potentiellement des ambiguïtés, et c'est à ce moment-là que vous allez désambiguiser. Par contre, effectivement, une fois que vous avez désambiguisé, vous n'avez pas envie, en fait, de perdre cette information-là. Donc après, c'est comment, dans vos systèmes, vous consolidez sur cette expertise et ce travail que vous avez fait. Ça répond à votre question ? Une autre question? Très bien, on va prendre une pause café donc dans la salle qui est à côté. On va reprendre dans une demi-heure, donc à 16h.